Mon frère m'a laissé en plan lors d'un voyage en famille et en a fait un jeu. Je parie qu'elle ne rentrera jamais à la maison, a-t-il plaisanté. Mes parents ont ri et sont partis. Je ne suis pas rentré à la maison. 15 ans plus tard, ils m'ont enfin retrouvé. Mais trop tard. Je m'appelle Claire Bennett. J'ai 33 ans maintenant, mais j'avais 18 ans quand ma famille a quitté une station-service au Kansas et a fait le pari de savoir si je retrouverais un jour le chemin de la maison. J'étais entré dans le restaurant pour moins de 5 minutes afin d'acheter de l'eau et des sandwichs. Quand je suis ressorti, la place de stationnement était vide. Au début, j'ai pensé que mon père avait déplacé le véhicule pour faire une autre blague. Puis 10 minutes ont passé. Puis 20. Ma valise, mon portefeuille, ma batterie de secours, mon chargeur et presque tout ce que je possédais était encore à l'intérieur de ce véhicule. J'ai appelé mon frère aîné. Il a répondu avec le bruit de l'autoroute et des rires derrière lui. Il m'a dit qu'ils étaient déjà à des kilomètres. Puis il m'a mis sur haut-parleur et a annoncé que la famille devrait rendre la situation intéressante. Il a parié que je ne rentrerai jamais à la maison sans eux. Ma petite sœur a ri. Ma mère m'a dit de ne pas gâcher le voyage en devenant émotive. Mon père a dit que cela m'apprendrait enfin comment fonctionnait le monde réel. Je leur ai rappelé que j'avais planifié l'itinéraire, réservé chaque motel, emballé leurs médicaments et résolu chaque problème depuis notre départ du Wisconsin. Mon frère a seulement ri plus fort. Il a dit qu'être utile n'était pas la même chose qu'être indépendante. Puis l'appel s'est terminé. Je suis resté sous le soleil du Kansas, regardant les camions disparaître sur l'autoroute, attendant que le véhicule revienne. Il n'est jamais revenu. Il croyait que j'allais paniquer, dépenser mes derniers dollars et les supplier de me secourir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je ne retournerai jamais vers eux. 15 ans plus tard, quand ils m'ont enfin trouvé, ils ne riaient plus. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi où vous êtes et quel temps il fait chez vous. Je veux savoir jusqu'où cette histoire a voyagé. La femme derrière le comptoir du restaurant s'est présentée comme Mara Salvega. Elle avait vu assez de voyageurs effrayés pour savoir que je ne faisais pas un drame. Elle a branché mon téléphone, a posé un verre de thé glacé devant moi et a appelé le bureau du shérif du comté. Un adjoint est arrivé 20 minutes plus tard. Il était calme et s'attendait clairement à ce que ce soit un malentendu résolu par un seul appel téléphonique. Il a appelé mon père sur haut-parleur pendant que j'étais assise en face de lui, agrippé à la banquette. Mon père a répondu à la 4e sonnerie. L'adjoint a expliqué que sa fille de 18 ans avait été laissée dans un restaurant sans transport, sans bagages ni endroit sûr où rester. Mon père n'avait pas l'air inquiet. Il a dit que j'avais choisi de me séparer de la famille après une dispute. J'ai fixé le téléphone. Il n'y avait eu aucune dispute. J'étais entré pour acheter de l'eau et des sandwichs. L'adjoint lui a demandé de faire demi-tour. Mon père a dit qu'ils étaient déjà trop loin et qu'ils avaient payé les réservations de motel à l'avance. Puis mon frère aîné a pris le téléphone. Pour la première fois, j'ai entendu son nom prononcé par quelqu'un d'extérieur à la famille. Mason Bennett. Il a ri et a dit que je devais arrêter d'embarrasser tout le monde. Il a dit à l'adjoint que c'était un jeu et que j'étais censé atteindre le prochain arrêt seul. L'expression de l'adjoint a changé. Il a dit qu'abandonner quelqu'un sans ses affaires n'était pas un jeu. Mason a répondu que j'étais légalement une adulte. En arrière-plan, ma petite sœur, Paige, a demandé si j'avais commencé à pleurer. Ma mère a ri. Ce son a fait plus mal que la place de stationnement vide. L'adjoint a dit à mon père de revenir ou d'acheter un transport et une chambre pour moi. Mon père a refusé. Il a dit que j'avais de l'argent comptant et un téléphone, et que j'irais bien une fois que j'aurais arrêté de les punir. L'appel s'est terminé 1 minute plus tard. Paige a envoyé un message vocal. Je pouvais entendre la musique de l'autoroute et tous les 4 rires. La voix de Mason est passée clairement. Je parie qu'elle ne rentrera jamais à la maison. Paige a dit que j'appellerais pour le dîner et que je les supplierais de venir me chercher. J'ai sauvegardé l'enregistrement. Une part de moi a compris qu'il pourrait un jour tout nier. L'adjoint a créé un rapport d'incident et m'a donné le numéro. Parce que j'avais 18 ans et que mon père prétendait que j'avais volontairement quitté le voyage, il ne pouvait pas faire grand-chose de plus. Marisol a organisé une chambre à prix réduit à côté de la gare routière. Elle m'a donné une chemise propre provenant des objets perdus du restaurant car mes vêtements étaient encore dans le véhicule.
J'avais 43 $ dans mon portefeuille et moins de 90 $ sur mon compte bancaire. Mes économies pour l'université étaient contrôlées par mes parents. Assise là, j'ai compris avec quel soin ils avaient conçu ma dépendance. Ils m'appelaient mature chaque fois qu'ils avaient besoin d'aide, mais contrôlaient tout ce qui pourrait me permettre de partir. J'ai appelé la seule personne à qui je pouvais penser, une fille que j'avais connue au lycée. Son nom était Tessa Angan. Sa famille avait déménagé à Albuquerque l'année précédente. Je m'attendais à ce qu'elle dise qu'elle ne pouvait pas aider. Au lieu de cela, elle a écouté et a demandé l'adresse de la gare routière. Tessa a envoyé assez d'argent pour un billet de Dodge City à Albuquerque. Elle a dit que je pourrais dormir sur son canapé jusqu'à ce que je trouve du travail, mais seulement si j'arrêtais de m'excuser d'avoir besoin d'aide. Cette nuit-là, j'ai écouté le message vocal de ma mère. Elle n'a pas demandé si j'étais en sécurité. Elle a dit, « Cela a duré assez longtemps, Claire. Dis-nous où tu es et arrête de faire des drames. » Mason a dit que la leçon serait bonne car j'avais toujours dépendu de la famille. J'ai presque ri. J'avais planifié l'itinéraire, réservé le motel, emballé les médicaments et rappelé à tout le monde quand partir. Ils dépendaient de moi. Ils avaient simplement décidé que mon travail ne comptait pas. Avant de monter dans le bus, j'ai envoyé un seul message sur la discussion de groupe familial. J'ai dit que j'étais en sécurité et que je ne reviendrais pas tant qu'ils n'auraient pas admis que m'abandonner était mal. Mason a répondu en quelques secondes. Tu rentreras à la maison quand ton argent sera épuisé. Mon père a menacé d'annuler le fonds universitaire qu'il m'avait promis. Ma mère a dit que je lui brisais le cœur. Paige m'a demandé de lui renvoyer par la poste la veste qui était dans ma valise. Personne ne s'est excusé ou n'a proposé de venir me chercher. J'ai éteint mon téléphone et je suis monté dans le bus. Alors que le Kansas disparaissait par la fenêtre, j'ai réalisé que je ne fuyais pas ma famille. J'acceptais le choix qu'ils avaient déjà fait. Dans l'obscurité de l'autoroute, je me suis demandé s'ils regretteraient un jour d'avoir ri quand ils m'avaient laissé, ou si m'oublier serait tout aussi facile. Tessa vivait avec sa mère dans un appartement de 2 chambres à Albuquerque. Elles m'ont donné le canapé, une couverture et une règle qui a changé ma vie. Je pouvais rester pendant 3 mois, mais je n'avais pas le droit de me qualifier de fardeau. La mère de Tessa a dit que les gens devenaient des fardeaux lorsqu'ils refusaient de contribuer ou de changer. Je faisais les deux. En 4 jours, j'ai trouvé un travail matinal dans le département des fournitures d'un hôpital. Je déballais le matériel médical, vérifiais les stocks et poussais des chariots dans des couloirs sentant le désinfectant et le café brûlé. La nuit, je travaillais dans une supérette près de l'université. Je dormais par fragments et mangeais ce qui était le moins cher, mais chaque dollar m'appartenait. Ma famille a continué d'appeler pendant plusieurs semaines. Ma mère a dit que je les avais humiliés. Mon père s'est plaint des réservations de motels non utilisées. Mason a dit que j'avais échoué à son test en refusant de terminer le voyage. Paige voulait qu'on lui rende ses vêtements. Aucun n'a mentionné le rapport de police ou le fait qu'ils avaient refusé de revenir après qu'un officier le leur eût demandé. Après 2 mois, les appels ont ralenti. Après 6 mois, ils ont presque cessé. Le silence aurait dû faire mal, mais il a apporté un soulagement. Je me suis inscrite au collège communautaire en utilisant le programme d'aide aux frais de scolarité de l'hôpital. J'ai choisi la gestion de la chaîne d'approvisionnement car je suis devenu fasciné par la différence entre une crise et un désastre. Une crise était un problème. Un désastre était ce qui arrivait quand personne ne l'avait prévu. À 18 ans, j'avais été laissé en plan parce que les personnes responsables de moi avaient choisi la cruauté plutôt que la préparation. Je me suis promis de ne plus jamais dépendre entièrement de la pitié de quelqu'un d'autre. Je portais sur moi une pièce d'identité, de l'argent pour les urgences, un chargeur et des copies de documents importants. J'ai mémorisé les itinéraires de bus et j'ai gardé 2 semaines de nourriture à la maison. Ces habitudes venaient du Kansas, mais elles m'ont aussi rendue excellente au travail. Quand les livraisons étaient retardées, j'avais un autre fournisseur. Quand les tempêtes fermaient les autoroutes, j'avais des plans de réacheminement. Quand les autres paniquaient, je devenais calme. Ce calme n'était pas naturel. Je l'avais construit parce que la panique ne m'avait jamais sauvé. 3 mois après mon arrivée, j'ai écrit à ma grand-mère, Ruth Callahan. Je ne savais pas ce que mes parents lui avaient dit. Je savais seulement qu'elle avait été la seule adulte qui m'avait parfois regardé comme si elle remarquait ce que je ne disais pas. J'ai expliqué le Kansas,
J'ai fourni une boîte postale et je lui ai demandé de ne pas révéler mon emplacement. 2 semaines plus tard, une épaisse enveloppe est arrivée. Ruth a écrit que mes parents avaient dit que je m'étais mise en colère et que j'avais choisi de partir. Elle les avait crus parce qu'elle ne pouvait pas imaginer des parents abandonnant leur fille. Puis elle s'est excusée. C'était la première véritable excuse que quelqu'un de ma famille m'avait présentée. Elle n'a pas dit que j'avais mal compris ou exigé le pardon. Elle a écrit, « J'aurais dû te le demander directement. J'ai échoué à le faire et j'en suis désolé. » Nous avons commencé à échanger des lettres. Elle m'a parlé de son café et de son commerce à Santa Fe. Je lui ai parlé des cours et de l'hôpital. Elle n'a jamais envoyé de gros chèques ni essayé de me contrôler. Elle a envoyé des livres sur le leadership, la gestion de budget et la négociation. Parfois, elle joignait $20 et me disait de manger quelque chose qui ne venait pas d'un distributeur automatique. Plus tard, elle a interrogé ma mère sur le voyage. Ma mère a insisté sur le fait que j'avais exagéré. Ruth a demandé pourquoi il y avait un rapport du shérif. Après cela, mes parents ont cessé de parler de moi avec elle. J'ai obtenu mon diplôme d'études collégiales et j'ai été transféré dans une université d'État tout en travaillant. J'ai obtenu un diplôme en gestion des opérations et de la chaîne d'approvisionnement, puis j'ai complété une certification en continuité des affaires et en logistique d'urgence. Chaque accomplissement semblait étrange parce que j'avais passé mon enfance à croire que le succès ne comptait que lorsque ma famille l'approuvait. Tessa et sa mère ont assisté à ma remise de diplôme. Ruth a envoyé des fleurs avec une carte qui disait « Tu n'as pas échoué à trouver ton chemin vers la maison. Tu en as construit un. » Ma carrière a progressé lentement. Je suis passée d'assistante d'inventaire à coordinatrice de la planification des urgences. J'ai aidé les hôpitaux à se préparer aux incendies de forêt, aux pannes de courant, aux épidémies et aux pénuries. À 29 ans, j'ai accepté un emploi dans un réseau hospitalier à Sacramento. J'ai acheté une petite maison de ville avec un citronnier dans la cour arrière. Je me suis fait des amis qui prenaient de mes nouvelles parce qu'ils se souciaient de moi, pas parce qu'ils avaient besoin de faveurs. La thérapie m'a appris que les limites n'étaient pas des punitions. Elles étaient des instructions sur la façon dont quelqu'un pouvait rester dans ma vie. Ma famille ne les a jamais suivis, alors ils sont restés en dehors. Ruth et moi avons continué à nous écrire, bien que ces lettres soient devenues moins fréquentes. Elle a dit que voyager était difficile et a demandé si je pourrais visiter Santa Fe. Je le voulais, mais je continuais à croire qu'il y aurait plus de temps. Sa dernière lettre est arrivée 4 ans avant que les appels ne commencent. Son écriture était plus tremblante. Elle a écrit sur les employés de l'entreprise en qui elle avait confiance et sur l'importance de ne jamais croître plus vite que ses valeurs. En bas, elle a écrit une phrase 2 fois. Ne confonds jamais être nécessaire avec être aimé. Je l'ai encadré dans mon bureau. Pendant des années, j'ai pensé que c'était un conseil de quelqu'un qui comprenait mon enfance. Je ne savais pas que c'était aussi un avertissement sur ce que ma famille lui faisait. Parfois, je me demandais si mes parents pensaient à moi lors de mes anniversaires. La plupart du temps, j'ai arrêté de me le demander. Puis exactement 15 ans après qu'ils m'ont laissé, mon téléphone a commencé à sonner avec des numéros que je n'avais pas vus depuis que j'avais 18 ans. J'étais âgé de 33 ans et j'étais assise dans une salle de conférence à Sacramento quand le premier appel est arrivé. Mon équipe examinait les réserves de carburant d'urgence pour 3 hôpitaux quand mon téléphone a commencé à vibrer. Je l'ai ignoré. À la fin de la réunion, j'avais 11 appels manqués de numéros inconnus. Il y avait aussi un courrier électronique d'un cabinet d'avocats à Santa Fe et une lettre recommandée qui m'attendait chez moi. L'objet contenait le nom complet de ma grand-mère. J'ai appelé l'avocate depuis ma voiture. Son nom était Dana Brooks. Elle m'a doucement annoncé que Ruth était décédée 6 semaines plus tôt après une courte maladie. Pendant un instant, le stationnement a disparu. Je n'entendais que ma respiration et le bourdonnement de la voiture. Je savais que Ruth vieillissait, mais je ne savais pas qu'elle était malade. Dana a expliqué que Ruth lui avait ordonné de ne pas discuter de la succession jusqu'à ce que les documents nécessaires soient déposés. Mes parents savaient qu'elle était morte. Mason et Paige avaient assisté aux funérailles. Aucun d'eux ne m'a contacté à ce moment-là. Dana a programmé une réunion à Santa Fe et a dit que j'étais nommé dans le plan de succession. Elle ne voulait pas tout expliquer par téléphone, mais m'a averti de ne pas signer les documents envoyés par des parents. Cet avertissement est devenu nécessaire dans l'heure qui a suivi. Ma mère a appelé d'un nouveau numéro. Mason a appelé mon bureau.
Paige a trouvé mon profil professionnel et a dit que ses enfants voulaient rencontrer leur tante. Mon père a laissé un message vocal affirmant que la famille devait s'unir avant que les avocats ne détruisent l'héritage de Ruth. En 48 heures, j'ai reçu 47 appels et des dizaines de messages. Leurs mots étaient plus doux que 15 ans plus tôt, mais le modèle n'avait pas changé. Ma mère a dit qu'il n'avait jamais cessé de m'aimer. Mason a dit que j'avais puni tout le monde assez longtemps. Paige a envoyé des photos d'enfants que je n'avais jamais rencontrés et a dit qu'ils ne devaient pas souffrir parce que des adultes avaient fait des erreurs. Mon père a dit qu'il y avait une urgence financière et m'a demandé d'agir de manière responsable. Aucun n'a commencé par « Nous sommes désolés de t'avoir laissé ». Aucun n'a demandé à quoi ressemblait ma vie. Il voulait quelque chose et il craignait que je l'aie. Mason a envoyé par courrier électronique un accord de règlement familial. Il a dit que signer avant mon arrivée permettrait d'économiser des frais juridiques. Cela m'obligeait à transférer tous les droits de vote hérités dans une société contrôlée par la famille et à libérer Mason, Paige et mes parents des réclamations liées à l'entreprise de Ruth. Je l'ai transféré à Dana sans ouvrir la page de signature. Dana a appelé 10 minutes plus tard et m'a dit de ne pas communiquer directement avec Mason. Quelqu'un avait essayé de modifier les signataires autorisés sur l'un des comptes commerciaux de Ruth après sa mort. La banque avait rejeté la demande car les dossiers de l'entreprise ne la soutenaient pas. J'ai demandé à Dana d'envoyer tout ce qui était légalement disponible. Je voulais le testament, les registres de propriété, les déclarations de revenus, les procès-verbaux du conseil d'administration, les états financiers et une liste de tous ceux qui avaient accédé au fonds de l'entreprise. L'adolescente de 18 ans effrayée à l'extérieur du restaurant de Dodge City ne contrôlait plus mes décisions. J'avais passé 15 ans à me préparer aux urgences. C'était simplement la première urgence portant le visage de ma famille. Avant de réserver mon vol, j'ai écouté chaque message vocal une fois. Celui de Mason a révélé le plus de choses. Il a dit, « Claire, tu n'as aucune idée de la complexité de la situation. Grand-mère a fait des promesses. Tu ne comprends pas l'entreprise, et les gens comptent sur toi pour faire ce qu'il faut. » Il avait transformé son désespoir en mon obligation morale avant même que je sache ce que je possédais. J'ai appelé Dana et j'ai demandé pourquoi il me cherchait maintenant alors qu'il savait que Ruth était morte 6 semaines plus tôt. Elle a fait une pause. Parce que les documents de succession sont devenus publics hier. Votre grand-mère a fait de vous la propriétaire majoritaire de Desert Bloom Provision. Ma famille avait passé 15 ans à supposer que je reviendrais sans rien. Au moment où j'ai atterri à Santa Fe, je possédais la seule chose qu'ils avaient déjà prévu de dépenser. Dana m'a rencontré à son bureau avec le comptable de longue date de Ruth et 3 boîtes de dossiers. Elle a expliqué la succession clairement. Ruth m'a laissé sa maison en adobe à l'extérieur de Santa Fe et 60% des actions avec droit de vote dans Desert Bloom Provision. 25% appartenaient à une fiducie d'actionnariat des employés. Les derniers 15% finançaient des bourses pour les étudiants locaux étudiant les arts culinaires, l'agriculture et les petites entreprises. Ma grand-mère ne m'avait pas donné de l'argent comptant à gaspiller. Elle m'avait donné la responsabilité de quelque chose soutenant plus de 40 employés et des dizaines d'artistes, agriculteurs et fournisseurs locaux. Mason, Paige et mes parents ont reçu des souvenirs personnels, mais aucune propriété. Ruth a inclus une déclaration disant que la distribution était délibérée et faite alors qu'elle était médicalement compétente. 2 médecins avaient confirmé qu'elle comprenait ces décisions. Ma famille pouvait contester le testament, mais le dossier serait faible. Le plus grand problème était qu'ils avaient déjà pris des décisions financières basées sur l'argent qu'ils s'attendaient à recevoir. Mason possédait une entreprise de restauration avec des emplacements à travers le Wisconsin et l'Illinois. Il s'était développé trop rapidement, avait signé des baux coûteux et avait beaucoup emprunté. Mes parents avaient garanti personnellement une partie de sa dette. Ils s'attendaient à ce que l'entreprise de Ruth soit vendue après sa mort, et Mason prévoyait d'utiliser les bénéfices pour sauver ses restaurants. Paige avait construit une marque de style de vie en ligne qui semblait prospère, mais produisait peu de revenus stables. Pendant 3 ans, elle a facturé Desert Bloom pour des services de marketing. Ma mère a aidé à approuver ses paiements. L'accord que Mason m'avait envoyé transférerait le contrôle, permettrait une vente rapide et libérerait tout le monde d'éventuelles réclamations. Ils ne m'avaient pas trouvé pour réparer la famille. Ils avaient besoin de ma signature pour achever un plan créé sans moi. J'ai visité l'emplacement phare de Desert Bloom cet après-midi-là. C'était en partie un café, un marché et un lieu de rassemblement communautaire. Des poteries locales remplissaient les étagères.
Des bocaux de sauce chili, de miel, de café et de confiture portaient les étiquettes de petits producteurs du Nouveau-Mexique. Les employés ne traitaient pas la mort de Ruth comme un inconvénient commercial. Ils l'avaient aimée. Plusieurs ont dit qu'elle connaissait les noms de leurs enfants, aidait avec les factures médicales et refusait de remplacer les fournisseurs de longue date par des entreprises nationales moins chères. Une directrice nommée Elena Ortiz m'a montré le bureau de Ruth. Sur le mur se trouvait une photographie de Ruth à côté d'une version plus jeune de moi lors d'une foire de comté. J'avais oublié qu'elle existait. Ma famille ne m'avait pas effacé de sa vie. Il m'avait seulement convaincu qu'il l'avait fait. Elena a hésité avant de me montrer les factures. L'entreprise de Mason avait facturé Desert Bloom pour la planification de l'expansion, la stratégie de gestion et les relations avec les fournisseurs. Personne ne pouvait identifier le travail qu'il avait accompli. Page avait facturé des vols, des hôtels, des vêtements, des repas au restaurant et des vacances en famille comme production de contenu. Peu de photographies ou de campagnes étaient liées à ces dépenses. Ma mère a approuvé de nombreux remboursements tout en aidant Ruth avec la comptabilité. Je n'ai accusé personne. J'ai demandé à Dana et au comptable d'organiser un audit indépendant et de conserver chaque courrier électronique, facture, relevé bancaire et fichier électronique. Jusqu'à la fin de l'examen, personne ne pouvait détruire de documents ou autoriser des paiements inhabituels. Ce soir-là, je suis allé à la maison de Ruth. La pièce sentait légèrement le cèdre et le café. Ses lunettes reposaient à côté d'une grille de mots croisés à moitié terminée. Le chagrin a frappé plus fort là-bas. J'avais retardé ma visite parce que Santa Fe semblait trop proche de la famille que j'avais fui. Maintenant, il n'y aurait plus jamais de visite avec Ruth. J'ai traversé les pièces en touchant des fiches de recettes, des gants de jardinage et des lettres attachées avec un ruban. Mes lettres. Elle les avait toutes gardées. Peu après le coucher du soleil, un véhicule s'est engagé dans l'allée. La caméra a montré mes parents, Mason et Page, marchant vers la porte. Ils n'avaient pas appelé. Ma mère portait un plat couvert comme s'il s'agissait d'une visite familiale normale. Mason portait un dossier en cuir. Page filmait la maison avec son téléphone. Je n'ai pas ouvert la porte. Par l'intermédiaire de la caméra, je leur ai dit que toute communication devait passer par Dana. Ma mère a dit qu'il venait me réconforter. Mason a dit que nous devions résoudre le problème de propriété avant que les employés ne soient effrayés. Page a dit que ses enfants attendaient dans un hôtel et méritaient de me rencontrer. J'ai répété qu'ils devaient partir. L'expression de Mason a changé. Il s'est avancé vers la caméra et a dit que je faisais une grave erreur. Je lui ai dit que l'audit déterminerait si des erreurs avaient été commises. Il s'est figé. Puis il a forcé un rire et a dit, je n'avais aucune idée de ce que grand-mère cachait. Ils sont retournés au véhicule, mais Mason a envoyé un message texte avant d'atteindre l'autoroute. Tu marches vers quelque chose que tu ne comprends pas. Ne nous blâme pas quand cela te détruira. Le lendemain matin, le comptable de Ruth a appelé avec les premiers résultats. Sa voix était prudente. Ce n'était plus un désaccord sur l'héritage. Quelqu'un avait utilisé Desert Bloom comme un compte chèque familial privé. La maison n'avait jamais été le vrai secret. Le secret était de savoir combien ils avaient pris pendant que Ruth était en vie et avec quel soin elle s'était préparée pour que je le découvre. L'audit indépendant a pris 3 semaines, bien que le schéma soit devenu clair en quelques jours. La société de conseil de Mason a reçu $186 000 en 3 ans. Les factures décrivaient une planification stratégique, mais il n'y avait aucun rapport, contrat, compte rendu de réunion ou projet achevé soutenant la plupart des paiements. Page a facturé plus de $41 000 en voyages personnels, vêtements, repas au restaurant, appareils électroniques et dépenses familiales au budget marketing de Desert Bloom. Ma mère a approuvé des remboursements répertoriés uniquement comme dépenses familiales. Mon père a demandé à plusieurs reprises à Ruth d'utiliser les biens de l'entreprise comme garantie pour les prêts de restauration de Mason. Elle a refusé. Ruth n'avait pas tout découvert d'un coup. Au début, elle a fait confiance à ma mère pour l'aider à gérer la paperasse alors que sa vue baissait. Lorsqu'un employé a remis en question une facture, ma mère a prétendu que Ruth l'avait approuvée verbalement. Lorsque Ruth a défié Mason, il a insisté sur le fait que l'entreprise lui devait de l'argent pour des années de conseil. Page a dit que chaque voyage créait de la visibilité pour la marque. Même lorsque Desert Bloom n'était jamais mentionné, plus Ruth les interrogeait, plus il la traitait comme confuse.
Il disait aux employés qu'elle oubliait des choses et suggérait que la famille prenne le contrôle. Ruth a répondu calmement et efficacement. Elle a embauché Dana, a passé des évaluations médicales, a modifié les autorisations bancaires, a mis à jour les registres de l'entreprise et a ordonné un examen préliminaire. Elle a également placé des copies de documents importants sous la garde de Dana. Il n'y avait pas de carte au trésor ni de fortune secrète. Il y avait des preuves. Dana a ouvert une archive que Ruth lui avait demandé de me remettre seulement après que j'ai officiellement accepté les actions. À l'intérieur se trouvaient les procès-verbaux du conseil d'administration, les relevés bancaires, les lettres médicales, les copies de ma correspondance et une déclaration écrite par Ruth. Elle a expliqué pourquoi elle m'avait choisi comme propriétaire majoritaire. Elle connaissait ma carrière dans la logistique d'urgence. Elle savait que j'avais construit ma vie sans lui demander d'argent. En 15 ans de lettres, je n'ai jamais exigé de vengeance ni demandé un héritage. Je posais des questions sur sa santé, ses employés et son entreprise. Ruth a écrit que la propriété devrait aller à quelqu'un qui considérait l'entreprise comme une responsabilité, et non comme une échappatoire à ses dettes personnelles. L'archive contenait également le rapport d'incident de Dodge City. Ruth l'avait demandé des années après le voyage. Elle a conservé une transcription du message de Paige et le pari de Mason que je ne rentrerai jamais à la maison. Elle comprenait que ma famille pourrait dépeindre mon absence comme de la cruauté ou de l'instabilité. Elle voulait que le dossier montre qui avait abandonné qui. Sa dernière lettre ne faisait que 2 pages. Elle regrettait de ne pas m'avoir protégé quand j'étais plus jeune. Elle ne pouvait pas ramener les années que j'avais perdues, mais elle pouvait empêcher les mêmes personnes d'utiliser son entreprise pour se récompenser. Elle m'a demandé de ne pas détruire Desert Bloom, mais simplement de leur refuser de l'argent parce que les employés et les fournisseurs étaient innocents. Elle voulait que je protège ce qui valait la peine d'être sauvé et que je libère ce qui ne l'était pas. J'ai pleuré jusqu'à ce que je ne puisse plus lire. Puis je suis retourné au travail. J'ai mis à jour le registre de propriété de l'entreprise et j'ai retiré à ma mère, Mason et Paige, l'accès financier. Nous avons annulé l'accord de consultation de Mason et l'arrangement de marketing de Paige. Dana a envoyé des avis de conservation les empêchant de supprimer des registres. Nous avons sauvegardé chaque fichier et changé chaque mot de passe. J'ai rencontré la fiducie des employés et j'ai garanti les salaires. La couverture médicale et les paiements des fournisseurs continueraient. Ma vengeance ne viendrait pas en détruisant une entreprise dont d'autres dépendaient. Elle viendrait en refusant de laisser ma famille la détruire. Dana a préparé un règlement confidentiel. Mason et Paige démissionneraient, rembourseraient les dépenses non justifiées par le biais d'un calendrier structuré et cesseraient d'interférer avec les opérations. Mes parents abandonneraient toute autorité financière et reconnaîtraient qu'ils n'avaient aucune revendication de propriété. En échange, Desert Bloom retarderait les litiges civils tant qu'ils respecteraient l'accord. Mason l'a rejeté dans l'heure. Il m'a accusé d'extorsion et a menacé de contester la succession. Paige a publié des messages vagues sur des parents avides volant des enfants. Ma mère a appelé de 6 numéros. Mon père a averti qu'exposer les dossiers détruirait la famille. Je n'ai pas répondu. Chaque menace est entrée dans le dossier de Dana. Puis Mason a fait une erreur. Dans un courrier électronique copié au comptable, il a écrit que l'argent n'avait jamais été volé parce que tout le monde savait que Desert Bloom appartiendrait éventuellement à la famille. Il croyait se défendre. Au lieu de cela, il a admis qu'il traitait l'entreprise de Ruth comme leur future propriété avant sa mort. La fiducie des employés a soutenu ma demande d'une réunion spéciale des actionnaires. Nous l'avons programmée à l'emplacement phare après la fermeture. Dana serait présente. Le comptable judiciaire présenterait les résultats. Elena représenterait les employés. Ma famille a reçu des invitations et des copies de l'accord de remboursement. La veille de la réunion, ma mère est venue seule à la maison de Ruth. Elle s'est tenue devant le portail et a demandé à parler sans avocat. Je suis resté de l'autre côté. Elle a dit que Mason était sous pression, que Paige avait des enfants et que mon père pourrait perdre sa retraite à cause des garanties de prêt. J'ai demandé si elle avait pris en compte ce que j'aurais pu perdre quand il m'avait laissé sans argent, sans vêtements ou sans endroit sur où dormir. Elle a dit que c'était différent. J'ai demandé comment. Elle a baissé les yeux et a dit, « Il savait que tu trouverais une solution parce que tu le faisais toujours. » Sa réponse a exposé la croyance derrière tout cela. Parce que j'étais responsable, il pensait que je pouvais absorber une douleur sans fin. Parce que j'avais survécu,
il croyait qu'il n'y avait aucun mal. Je lui ai dit que la réunion aurait lieu. Elle a pleuré et a dit que Ruth ne voudrait pas que nous nous battions. J'ai répondu que Ruth avait passé des années à documenter le combat qu'ils avaient introduit dans son entreprise. Ma mère est partie sans s'excuser. Le matin de la réunion, j'ai placé 2 dossiers sur la table. L'un contenait le rapport du Kansas et les anciens messages. L'autre contenait les factures de l'audit et les courriers électroniques de Mason. 15 ans plus tôt, ils étaient partis en croyant que j'étais impuissante. Quand ils sont entrés dans cette pièce, ils pensaient toujours que des larmes et des excuses répétées pourraient acheter ma signature. Ils sont arrivés ensemble. Ma mère portait l'expression contrôlée qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait paraître blessée. Mon père avait l'air plus vieux, mais son premier regard est allé vers les documents financiers. Page a vérifié son téléphone tandis que Mason est entré en dernier, souriant comme s'il avait déjà gagné. Dana a expliqué que la réunion était enregistrée. Elena était assise à côté du représentant de la fiducie des employés et le comptable judiciaire attendait avec son rapport. Ma famille s'était attendue à une dispute privée où ils pourraient me submerger. Au lieu de cela, ils ont trouvé des témoins. Ma mère a parlé de deuil et de pardon. Mon père a qualifié le Kansas d'erreur d'il y a 15 ans. Page a dit que ses enfants méritaient de la stabilité. Mason a dit que l'entreprise avait besoin d'un leadership expérimenté, pas de quelqu'un qui avait été absent pendant des années. Je les ai laissés terminer. Puis j'ai posé une question. Pourquoi aucun de vous n'a-t-il fait demi-tour? Ma mère a dit qu'il pensait que j'avais compris la blague. Mon père m'a rappelé que j'avais 18 ans. Page a blâmé Mason. Mason a dit que j'avais toujours été trop sensible. J'ai ouvert le premier dossier et j'ai placé le rapport d'incident de Dodge City sur la table. L'adjoint avait dit à mon père que je n'avais ni bagage, ni transport, ni endroit sur où rester. Il leur avait demandé de revenir. Ils ont refusé. Puis j'ai joué l'enregistrement de Page. Le bruit de l'autoroute a rempli la pièce, suivi de rires et de la jeune voix de Mason disant « Je parie qu'elle ne rentrera jamais à la maison ». Personne n'a bougé quand cela s'est terminé. Mason a appelé cela une vieille blague sans contexte. Je lui ai dit qu'une blague se termine quand la personne blessée demande d'arrêter. Après l'appel de l'adjoint, il savait que j'étais effrayé et on continuait à rouler. C'était un choix. Mon père a prétendu qu'il s'attendait à ce que je prenne un bus et que je les rejoigne. J'ai demandé pourquoi il n'avait jamais acheté le billet. Il n'a pas eu de réponse. Ma mère a dit qu'ils avaient essayé d'appeler par la suite. J'ai placé les transcriptions des messages vocaux à côté du rapport. Chaque message me blâmait. Aucun ne demandait si j'étais en sécurité. Page m'a accusé d'utiliser le passé pour voler l'entreprise de Ruth. Dana l'a corrigé. Ruth m'a légalement transféré l'entreprise. Rien n'avait été volé. Le comptable judiciaire a présenté les frais de consultation non justifiés de Mason, les dépenses personnelles de Page et les approbations de ma mère. Il a montré des courriers électroniques dans lesquels mon père faisait pression sur Ruth pour garantir les prêts de Mason. Mason a insisté sur le fait que ces factures étaient légitimes, mais il n'a pu identifier aucun rapport achevé ni résultat mesurable lié à 186 000 $. Page a prétendu que le marketing était difficile à mesurer. Elena a demandé pourquoi Desert Bloom avait payé pour des vacances à Hawaï alors que l'entreprise n'était jamais apparue dans son contenu. Page a dit qu'elle avait l'intention de publier plus tard, même si le voyage avait eu lieu 18 mois plus tôt. Ma mère a prétendu que Ruth voulait aider la famille. Dana a produit les objections écrites de Ruth à ses paiements. Puis mon père a admis qu'il n'avait jamais considéré l'argent comme volé parce qu'il s'attendait à ce que l'entreprise reste dans la famille. J'ai demandé si c'était pour cela qu'ils avaient prévu de la vendre avant la mort de Ruth. Il a dit que les restaurants de Mason employaient aussi des gens. J'ai répondu que son urgence financière ne créait pas de droit de propriété sur le travail de quelqu'un d'autre. Mason s'est levé et m'a accusé de revenir pour me venger. Je lui ai dit que j'étais revenu pour Ruth, ses employés et l'entreprise qu'ils étaient en train de vider. Je n'avais pas créé sa dette, garanti ses prêts ou facturé des vacances à l'entreprise. Chaque conséquence venait des choix qu'ils avaient faits en supposant que quelqu'un d'autre paierait. Dana a placé l'accord de règlement sur la table. Mason et Page démissionneraient. Ma mère perdrait son accès financier et il rembourserait les dépenses non justifiées grâce à un plan structuré. Il devait également cesser de contacter les employés, les fournisseurs et moi-même en dehors des canaux légaux. S'il s'y conformait,
l'entreprise retarderait l'action civile. Masson a ri et a dit, je ne poursuivrai jamais ma propre famille en justice. Je l'ai regardé et j'ai dit, tu as laissé ta sœur au bord d'une autoroute et tu as appelé ça une leçon. Ne me dis pas ce qu'une famille ne ferait jamais. Page a pleuré que la perte de ses revenus blesserait ses enfants. Je lui ai dit que les enfants ne devaient pas être utilisés comme protection contre la responsabilité. Elle pouvait travailler, rembourser l'argent et leur apprendre que les actions ont des conséquences. Ma mère m'a supplié de diviser les actions équitablement. J'ai dit que l'équité consistait à protéger les employés qui gagnaient leur salaire, les fournisseurs qui livraient des produits et la femme qui avait construit l'entreprise. Ruth avait déjà pris sa décision. Mon père a demandé ce qui arriverait à leur retraite si l'entreprise de Masson faisait faillite. Je lui ai dit qu'ils avaient choisi de garantir ses prêts. Je ne sacrifierai pas des employés innocents pour les sauver. Masson a repoussé l'accord et a averti que je regretterais de détruire la famille. Je lui ai dit qu'il avait utilisé cette menace toute ma vie. Obéissez-nous ou perdez-nous. Restez utile ou soyez laissés derrière. 15 ans plus tôt, cela m'effrayait. Maintenant, cela ne décrivait qu'une porte que j'avais déjà fermée. Dana leur a donné 10 jours ouvrables pour signer avant que Desert Bloom ne dépose des plaintes civiles. Masson a regardé autour de lui et a réalisé que les employés, les dossiers et la loi me soutenaient tous. Pour la première fois, sa confiance a disparu. Ma mère a demandé si je pourrais un jour leur pardonner. J'ai dit, le pardon et l'accès ne sont pas la même chose. Je pourrais relâcher ma colère pour ma propre paix, mais cela ne signifie pas vous donner mon entreprise, mon adresse ou une autre chance de me contrôler. 10 jours plus tard, ils ont signé. Masson a fermé 2 restaurants en faillite et a vendu un véhicule de luxe pour commencer le remboursement. Mes parents ont vendu un chalet de vacances après que les prêts qu'ils avaient garantis sont arrivés à échéance. Page a perdu son poste et a accepté un autre travail tout en remboursant ses dépenses. Aucun d'entre eux ne s'est retrouvé sans abri. Ils ont simplement perdu la protection qu'ils attendaient que l'argent de Ruth fournisse. Je ne les ai pas exposés en ligne. La responsabilité ne nécessitait pas d'humiliation. Elle nécessitait des preuves, des limites et des conséquences. Au cours de l'année suivante, Desert Bloom est restée indépendante. Nous avons amélioré les contrôles financiers, élargi les avantages sociaux des employés et augmenté les distributions de bénéfices. J'ai également créé le Fonds du chemin du retour, qui fournissait un transport d'urgence, un hébergement temporaire et une aide pour les collèges communautaires aux jeunes adultes abandonnés lors de conflits familiaux. Le programme enseignait l'éducation pratique, les connaissances précieuses, la planification des urgences, l'indépendance financière, le transport sûr et la façon de préserver des preuves lorsque quelqu'un les menaçait. Marisol a assisté au premier événement. Elle a dit qu'elle s'était toujours demandé si j'avais atteint Albuquerque. Je lui ai dit que j'avais atteint bien plus loin. Les liens familiaux n'excusent pas la cruauté. La force ne signifie pas accepter un mal sans fin. Les limites ne sont pas une vengeance, et le pardon n'exige pas un accès renouvelé. Des excuses sincères nécessitent une responsabilité, un comportement changé et du respect. J'ai bien trouvé le chemin de la maison. Ce n'était simplement pas l'adresse d'où il m'avait abandonné. La maison est devenue la vie que j'ai construite, les gens qui sont restés, et la certitude que personne ne pourrait jamais s'enfuir avec mon avenir. Cette histoire est purement fictive et destinée à des fins de divertissement et d'éducation.